don't have to worry. Oh baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no Et oui, toutes les semaines ont un début. Aujourd'hui, c'est lundi. Nous sommes le 16 juin. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez tout juste sur le plateau de la matinale. Nous avons en régie Antoine et Sarah pour nous accompagner au cours des 26 prochaines minutes qui vont nous permettre de faire le tour de l'actualité de ces dernières heures en Vendée. Un petit point sur les infos pratiques aussi. Et avant toute chose, évidemment, une grosse pensée pour tous les élèves de terminale qui passent ce matin l'épreuve de philo, la traditionnelle. Les élèves de terminale de filière générale et technologique, c'est aujourd'hui alors c'est plus vraiment le lancement du bac, mais en tout cas c'est l'épreuve qui n'est pas forcément la plus simple qui est organisée ce matin. On pense à vous. Pour ceux qui restent avec nous, je vous propose de parler d'Internet. Tiens, Internet à la maison. Vous savez sans doute que bientôt tous les Vendéens devraient pouvoir avoir accès à la fibre à la maison. C'est en tout cas la volonté du département. En parallèle, le réseau cuivre, lui, celui de la DSL, est en train de disparaître progressivement. On va aller faire un petit tour du côté de Luçon pour voir comment justement se passe la transition et comment l'information est donnée à la population. Je vous propose de souffler des bougies aussi. 70 bougies, c'est pas rien. C'est celle de la pépinière Ripaud. Un anniversaire qui a été organisé ce week-end à Terval. 7 décennies de saga familiale, une des plus grandes pépinières de France qui fournit aujourd'hui notamment l'Élysée. Et puis du sport aussi évidemment puisque nous sommes lundi. On aura des images de foot Océane, des images de la foulée du Gois aussi, mais également de la finale nationale, vous voyez, des championnats de France N1 de twirling bâton. C'était ce week-end au Vendespace et certains ont fait la queue dès 5h30 du matin pour pouvoir accéder justement au Vendespace. Pour réagir à la matinale, eh bien vous connaissez comme d'habitude le numéro, j'étais en train de le chercher le téléphone, il est là. Il est là, le numéro de la matinale, le 06 84 54 77 23. 06 84 54 77 23, ça sert à quoi? Alors, pas à m'appeler évidemment, ça va être compliqué de décrocher en plein direct. En revanche, vous pouvez envoyer un petit WhatsApp ou un petit SMS pour nous donner la météo de chez vous. Ou, tiens, justement, l'ambiance ce matin au petit-déj, si vous avez des élèves de terminale autour de la table. Est-ce qu'ils ont beaucoup mangé? La météo, si c'est plutôt votre sujet du jour, eh bien, regardez, la semaine va être marquée par de très fortes chaleurs. C'est ce que je lisais ce matin sur les prévisions hebdomadaires. En attendant donc un ciel légèrement voilé en Vendée pour ces premières heures de lundi. Température 21 à 22 degrés. Quant à cet après-midi, le ciel va complètement se dégager pour laisser place uniquement au soleil. Et donc le mercure commence à grimper. 25 à 27 au plus chaud, 27 degrés plutôt dans les terres. Et ces fortes chaleurs vont se maintenir. Le pic serait autour de mercredi à nouveau. Donc n'hésitez pas à rester à l'abri si vous en avez la possibilité. À l'abri et surtout au frais. Les horaires de marée. Alors, regardons nos rendez-vous du jour. La pleine mer est prévue en ce début de matinée, autour de 9h. Quant après la basse mer, ce sera autour de 15h. Et donc, regardez les coefficients si vous êtes intéressé pour partir à la pêche à pied, puisqu'il va faire très très beau. Tiens, il va falloir qu'on donne les indices UV aussi à présent, parce que ça tape fortement évidemment sur la plage et à proximité de la mer. Donc, autour de 15h pour la basse mer. Si vous voulez emprunter le Gois, eh bien, rapprochez-vous au mieux de cette basse mer puisque le coef est plutôt faible. Les horaires de marché. À présent, 4 rendez-vous, je vous propose en ce lundi. Benay, comme d'habitude, si vous êtes du côté du Marais Poitevin ou en tout cas du sud-est de la Vendée, c'est jusqu'à 13h, place du Champ de Foire. À l'opposé, on a Jars-sur-Mer et son fameux rendez-vous de tous les lundis, même en plein hiver, de la place des Ormeaux, jusqu'à 13h aussi. Au Sable, un petit tour au marché Arago jusqu'à 13h30. Et le petit nouveau, c'est parce que l'été approche et commence vraiment à pointer le bout de son nez, eh bien c'est Barbâtre. Vous avez rendez-vous le lundi également pendant tout l'été. Place de la Plaine jusqu'à 13h. Pas de chantier particulier à vous signifier, si ce n'est les traditionnels ralentissements, notamment dû au fait de renouvellement de bitume sur quelques départementales du département. On enchaîne des départementales du département, oui, c'est assez logique. Et on souhaite une bonne fête au Jean-François, au Jeff notamment, au François-Régis, au Aurélien également. Pluie de Saint-Aurélien va durer jusqu'à la fin. Par chance, il n'y en a pas aujourd'hui. Le soleil est avec nous jusqu'à 22h01.
Et on fait un petit clin d'œil à un boucher aujourd'hui. Il s'appelle Anthony Lange. C'est le boucher, alors là je cite une marque parce qu'il y a du Super U de Mortagne-sur-Sèvre. Il se trouve qu'Anthony a décroché il y a quelques jours le trophée national des viandes d'excellence dans la catégorie porc avec son porc fermier IGP de Vendée, évidemment, et la Belle Rouge. Et donc il a été décoré, Anthony Lange. Si vous le croisez, que vous êtes un habitué de cette enseigne, n'hésitez pas à le féliciter. On passe au journal. C'est une situation que les habitants d'Esnay et du Poiré-sur-Vie connaissent déjà depuis le 31 janvier dernier. Il n'y a plus de réseau cuivre dans ces communes. Concrètement, cela veut dire que vous pouvez passer par la fibre pour avoir Internet, la télé et le téléphone fixe à la maison. Il n'y a plus d'ADSL. Mortagne-sur-Sèvre, Pouzeau-Luçon sont les prochaines communes de Vendée concernées. L'heure y est donc à la sensibilisation et à l'information. À Luçon, par exemple, les habitants ont pu rencontrer ces derniers jours au même endroit et au même moment les 4 opérateurs fibres disponibles sur le réseau. Mathis Pires. 4 opérateurs pour un seul réseau. Alors qui choisir? Ici à Luçon, de nombreuses questions se posent entre la fin du réseau cuivre et l'arrivée de la fibre optique. Je suis venu savoir comment que ça allait se dérouler, le temps que ça allait éventuellement mettre. Je viens voir les conditions dans lesquelles on puisse faire le raccordement dans ma résidence. Ça m'inquiète parce que ça va couper, mais du coup je voulais savoir... Comment ça se passait? Oui, c'est ça. Alors que va-t-il se passer une fois le réseau cuivre coupé? Les 7300 adresses éligibles à la fibre sur Luçon verront leur réseau internet interrompu en janvier 2027. Mais pas d'inquiétude, il reste encore 2 ans pour trouver l'opérateur de son choix. Et cette réunion publique est faite pour ça. Ici, chacun joue ses meilleurs atouts. Là, vous aurez du coup télévision, téléphone fixe, internet. On peut vous proposer une box, du coup, vous n'avez que internet avec le numéro de téléphone. Vous irez clairement passer par le 3244 directement. Clé en main, 109 €, il vient, il repart, vous êtes tout connecté. Mais pourquoi passer à la fibre? La DSL, propriété historique d'Orange, est devenue obsolète. Et d'ici 2030, le réseau cuivre n'existera plus dans toute la France. Mais libre à chacun de souscrire un nouvel abonnement Internet. Beaucoup des habitants de Luçon sont aujourd'hui raccordés au réseau cuivre historique, ce qui leur permet de bénéficier du téléphone avec un numéro en 02, leur permet de bénéficier d'Internet, de la TV très haute définition. Cet ancien réseau va s'éteindre, il va falloir le remplacer par le réseau fibre. On a besoin d'avoir un réseau de nouvelle génération qui permet d'avoir du très haut débit. Selon Vendée Numérique, 98% du territoire de Luçon est couvert par la fibre. Pour savoir si vous êtes éligible, il vous suffit de vous rapprocher de votre opérateur. Et vous pouvez aussi consulter la carte mise à jour en temps réel sur vendeenumérique.fr. Les Vendéens font preuve d'un grand civisme fiscal. La remarque vient du directeur général des finances publiques de la Vendée lui-même. Et les chiffres le confirment. Nous sommes à plus de 99% à avoir correctement déclaré nos revenus en 2024. Pour autant, il reste quelques petits oublis. Et c'est pourquoi Finances publiques et URSSAF s'associent pour renforcer les moyens de vérification. La détection des fraudes a représenté un petit peu plus de 63 millions d'euros en 2024 dans les Pays de la Loire et l'IA fait désormais partie des outils pour aider à cette détection. L'IA nous permet de progresser et d'améliorer le ciblage des affaires. On a des équipes en nombre significatif, près de 70 personnes dans la Vendée qui traitent du contrôle fiscal et qui sont formées, compétentes. L'IA nous permet d'améliorer le ciblage, de recouper des données et donc d'avoir des possibilités beaucoup plus larges aujourd'hui sur la détection de la fraude. Un anniversaire qui fera date ce week-end à Terval. Les pépinières Ripaud viennent de fêter leurs 70 ans. 7 décennies de saga familiale qui ont commencé sur une toute petite parcelle de chez Foix pour occuper à présent une centaine d'hectares du pays de la Châtaigneraie. Ce qui en fait d'ailleurs une des plus grandes pépinières de France. Ripaud fournit notamment l'Élysée ou encore le parc de loisirs Terra Botanica. Ce week-end, pour souffler donc les 70 bougies, l'entreprise a ouvert son siège historique au grand public. Anaïs Escalona. Chez Ripaud, on n'attend pas le métro, mais le petit train. Clac.
Salut, ça va bien? Bonjour. Pendant 20 minutes, le fils du fondateur, Damien, retrace l'histoire de cette entreprise familiale et la plus grande pépinière de France ne laisse personne indifférent. C'est tellement surprenant de voir toutes ces variétés, génial. Cette entreprise, je l'ai vue grandir et on l'a toujours vu se développer d'une façon merveilleuse. Et ça fait vraiment partie intégrante de notre patrimoine, du beau patrimoine vendéen. Toute la journée, on a prévu un petit circuit en petit train dans toute la pépinière. À l'accueil, on retrouve la nièce de Damien et son projet de rejoindre le site de production a germé dès son plus jeune âge. En fait, on est baigné dedans. Et au bout d'un moment, c'est inné en fait. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire voir à mes enfants, c'est que voilà, actuellement, on fait des semences, on plante des légumes et tout ça. Je veux leur apprendre comment ça pousse, comment ça vit, comment après, en plus, on en fait voilà des végétaux, des spécimens uniques avec de la taille et tout. Et donc, je veux leur faire voir tout ce cheminement jusqu'à la vente et toute cette histoire. Ouais. Donc au tout départ, c'est l'entreprise de mon papa qui a commencé il y a 70 ans. Transmettre donc cette passion de génération en génération, le secret réside aussi dans leur volonté de faire évoluer leur métier. Enfin, ça commence de rien, puis ben voilà l'évolution après de l'entreprise. Après ces 70 ans de travail, on ne s'arrête pas là, parce que le but c'est d'arriver à faire perdurer cette entreprise. Donc on a tout le temps des investissements. Là, on est plutôt sur la robotique, améliorer l'outil de production, enlever la pénibilité, améliorer l'engagement écologique qu'on a et qu'on croit. D'une botte de radis à 2 millions de plantes aujourd'hui, le petit train des générations n'a pas fini de rouler. Et le week-end d'anniversaire chez Ripo a commencé dès vendredi soir avec la venue sur le site des pépinières de la ministre de l'Agriculture en personne, Annie Genevard. Si les végétaux sont indispensables à la vie sur Terre, on a coutume de dire qu'en mer, c'est le plancton qui est à l'origine de tout. Impossible de dater précisément son apparition sur Terre. En revanche, on sait qu'il a réussi à s'adapter à tous les cataclysmes pour arriver jusqu'à nous et qu'il est à la base de la chaîne alimentaire. Bref, tout ceci valait bien un festival. Et c'est ce que réitère pour la 2e année consécutive le skipper Amaury Guérin. Partait à la découverte des forêts invisibles de l'océan. C'est à partir de jeudi, le 19 juin, à l'occasion de ce nouveau festival du plancton. 500 personnes l'ont découvert l'an dernier. Les organisateurs ont tout prévu pour en accueillir le double cette fois-ci. Plancton, forcément, c'est la nourriture de nos petites sardines. Et donc, si on n'a plus de plancton, on n'a plus de sardines. Donc, c'est quelque chose d'important ici. Et donc, quand Amaury Guérin nous a proposé d'être partenaire du Festival du Plancton, forcément, on a dit oui tout de suite et on a décidé de le soutenir. C'est une belle manifestation. C'est aussi une manifestation qui porte des vraies valeurs, en fait, des valeurs humaines. Et c'est vrai qu'on a aussi besoin de donner du sens à ce que l'on fait, du sens à nos commerces. Voilà, c'est important pour nous. On n'oublie pas que nous sommes commerçants. On a aussi besoin d'attirer du monde dans nos commerces et se faire connaître. Image et interview de Matteo Fromi. Un petit coup d'œil dans le rétro à présent. Il y a quelques jours, le circuit de Fontenay-le-Comte accueillait les Historic Days, un rassemblement de passionnés de véhicules historiques sportifs. Un patrimoine qui retraçait donc 60 ans d'histoire à la fois industrielle et de compétition. Simon Felipeau était sur place. C'est un parfum de nostalgie qui flottait sur le circuit de Vendée. Des bolides des années 60 aux mythiques GT des années 80 en passant par les sportives des années 90, le spectacle était aussi bien sur la piste que dans les stands, un événement imaginé et organisé par un couple de passionnés. J'ai voulu faire un événement pour les pilotes, une date de plus au calendrier, mais aussi que le public puisse accéder au paddock, rencontre les pilotes, les célébrités, les voitures, comme s'ils faisaient partie et pas en tant que spectateurs seulement. Parmi les voitures les plus remarquées, l'incontournable Alpine A310 pilotée par Hervé, venu se faire plaisir au volant mais aussi partager sa passion. On est venu effectivement à cette participation qui était vraiment super. On a beaucoup de plateaux, beaucoup de voitures différentes, vraiment des très belles voitures. La mienne par rapport aux belles voitures, c'est pas le même niveau encore. Dans un autre style, les voitures américaines musclées ne sont pas en reste, comme cette Mustang, propriété d'Arnaud, venu lui aussi pour l'ambiance. On roule pour le fun avant tout. On n'est pas là pour casser la mécanique. Là, on a pu un petit peu envoyer ce qu'il fallait dans la journée.
Et puis au moins on se fait plaisir, c'est l'occasion de pouvoir sortir des beaux petits monstres comme ça. Cette première édition est un beau succès avec près de 3000 spectateurs, tous ravis de pouvoir approcher des véhicules d'exception. Dans l'automobile, tout coûte cher, donc là on est content de pouvoir avoir des belles voitures. Et l'accessibilité aussi, on peut aller les voir, les toucher, discuter avec les propriétaires et voir des véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Déjà voir les voitures de très près, voir aussi la possibilité de monter sur le paddock et voir les voitures, etc. Donc c'est vraiment, c'est ça surtout qui m'intéresse. Moteur coupé, retour au stand pour Historic Days. Une parenthèse hors du temps se referme, mais comme la passion ne prend jamais fin, rendez-vous pourrait être donné l'année prochaine pour une deuxième édition. Et d'ici là, terminons avec ces quelques images du Vendée Space. Les meilleurs athlètes de twirling étaient en Vendée ce week-end. Finale nationale des championnats de France de N1 de twirling bâton. Plusieurs centaines de participants venus de toute la France, parmi lesquels plusieurs clubs vendéens, évidemment. Parmi les objectifs des Vendéens, justement, les prochains championnats d'Europe, puisque c'est la Team Vendée qui fera partie des représentants de la France lors du rendez-vous en Espagne début juillet. Vous entendrez justement une représentante de ce Team Vendée dans les prochains journaux. La météo, en attendant, eh bien c'est un ciel très légèrement couvert en ce lundi matin, mais ça va très vite s'arranger. Le mercure, lui aussi, va vite grimper, 20 à 21 degrés au meilleur de la matinée. Cet après-midi, nous devrions avoir jusqu'à 27 degrés. On enchaîne comme chaque lundi avec le résumé sportif du week-end. Et nous commençons avec des images très impressionnantes de foot Océane. C'était samedi sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. En un peu moins de 2 heures, il y a eu 1500 matchs de 20 minutes chacun sur plus de 200 terrains. Ça représente 2,5 km de plage à Saint-Jean. 3000 jeunes de 7 et 8 ans venus de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de Mayenne et de Vendée, évidemment. La marée a été un petit peu capricieuse, elle a mis du temps à se retirer. Le ciel couvert également, mais pas de pluie. Plus de 20 000 spectateurs ont suivi les rencontres et il y a eu, vous allez l'entendre, des étoiles plein les yeux. Au début, c'est vraiment dur. Comme tout à l'heure, tout là-bas, là, c'était collant. Mais là, on s'est habitué maintenant. On a gagné 8-0. On a gagné 8-0 contre une équipe. C'est bien parce que des fois c'est dur et des fois tu t'enfonces un peu, donc c'est drôle. Quand on tombe, ça fait pas trop mal. C'est plus dur, mais pour tacler, c'est mieux. C'est super, hein. Super cool. Premier match, c'est 6-1, on est tranquille. Et c'était super cool. Le lendemain, donc hier, 37e édition des Foulées du Gois, tout aussi sympathique. 7 courses tout au long de la journée. La dernière, c'est la course des As, la plus impressionnante. 37 coureurs pro ou semi-pro ont pris le départ à Barbâtre, donc sur l'île de Noirmoutier. Ils ont foulé le passage du Gois à marée montante et puis ils ont rejoint le continent au niveau de Beauvoir. Après une vingtaine de pas, les coureurs avaient déjà les pieds dans l'eau et ce pour le restant de la course. Alors certains disent qu'il y avait plus d'eau que les autres années, d'autres disent qu'il y en avait moins. Ce qui est sûr, c'est que ça reste assez exceptionnel et très impressionnant là aussi. Du côté des femmes, le vainqueur, la jurassienne Valentine Chaplotte, qui a été licenciée à Montaigu. Elle a traversé en 16 minutes 49. Vainqueur homme, Harry Louradour, c'était sa première course à marée montante. Il s'impose en 15 minutes 23 devant le Vendéen Brice Daubord, qui a longtemps été en tête de course. Nous en parlions la semaine dernière également du cyclisme avec les organisateurs. Ils étaient sur le plateau de la matinale. La route vendéenne, 3e édition ce week-end. 3 étapes en 2 jours. Épreuve classée en élite nationale. Image ici du contre-la-montre. 99 coureurs au départ. Victoire en 18 minutes 28 d'Erwan Beignet de l'équipe Mayenne VNB Montbana avec une moyenne de 50,7 km/h. L'après-midi, c'était étape en ligne avec 110 km au départ des Lucs sur Bologne. Une étape remportée par le Vendéu Lucas Mingnaud. Au général, cette 3e route vendéenne a été remportée par Alan Villemain du Paris Cyclisme Olympique. Les 2 premières éditions, nous avions un prologue le vendredi soir, une étape en ligne le samedi après-midi, un contre-la-montre par équipe le dimanche matin et une étape en ligne le dimanche après-midi. Il nous a fallu revoir notre façon de faire au niveau budget et tout, les subventions baissent, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, donc nous sommes obligés d'y faire attention.
Et nous avons voulu surtout cette année y associer les jeunes, justement, avec l'école de vélo qui était là en ouverture tout à l'heure. C'est vrai que c'était une belle édition. Nous avons vu des belles étapes. Une moyenne, je dirais, qui devient de plus en plus affolante. Voilà, c'est vrai, nous sommes à 15 jours des championnats de France, mais ils sont prêts. Et on termine avec des images du 9e Open CNGT du tennis. C'était samedi au Garden Tennis Club de Saint-Jean-de-Mont. On y a retrouvé quelques-uns des meilleurs joueurs de tennis français, hommes et femmes. Image ici de la finale dames entre Mallory Noël, 39e française, et Emeline Dartron, en noir, 18e. Prise de vitesse tout le match, Mallory Noël n'a rien pu faire face à la domination adverse. Emeline Dartron était favorite, elle a gagné 6-2, 6-3. La finale homme opposait, elle, Jürgen Briand au numéro 1, Louis Dussin, 63e français. Victoire de Dussin sur abandon, 3-6, 7-5, 3-1. En tout cas, fort en rebondissement, avec un très très beau jeu, plein de petits coups, des joueurs assez talentueux. Ça s'est plutôt bien passé, ça fait maintenant la 9e édition CNGT féminin et la 3e édition CNGT homme. On a bien sûr tout le bureau, on travaille dessus pendant au moins 8 mois, vraiment une super équipe. On a un club de 300 licenciés et on essaye de faire participer tout le monde aux événements. On sait qu'aujourd'hui le bénévolat n'est pas toujours quelque chose de simple à dynamiser, mais en tout cas ça marche plutôt bien au Garden Tennis Club. Et retrouvez l'ensemble des résultats sportifs de ce week-end dans 85 chrono à 18h45. On passe à présent à notre plus de l'info. Et je vous propose de revenir aujourd'hui sur le plan de politique agricole communautaire présenté il y a quelques jours par l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Il faut que nous accompagnions les agriculteurs dans leur installation, dans la réussite de leur métier, avec des axes qui sont extrêmement importants. Il y a bien sûr celui de l'alimentation. Les agriculteurs sont évidemment les fournisseurs de l'alimentation. Ils sont à prendre vraiment très au sérieux sur ces sujets-là. Et sans eux, nous n'avons pas d'alimentation. Le deuxième sujet, c'est bien sûr le point de vue économique, parce que la présence des exploitations agricoles sur les 13 communes de l'agglomération représente un poids économique extrêmement important. Et puis, bien sûr, c'est évident, sur un plan écologique, puisqu'il n'y a pas d'écologie sans agriculteurs, ce sont les premiers acteurs. Les circuits courts, c'est quelque chose aujourd'hui qui est attendu. On est véritablement dans l'explication, dans l'analyse pour que les agriculteurs puissent vendre leurs produits et que les consommateurs puissent retrouver cette proximité de culture. Et donc c'est tout cet accompagnement que nous souhaitons réaliser à travers notre PAT, notre plan alimentaire territorial que nous avons déjà validé et qui va être déployé sur plusieurs années. Maintenant, il y a toute la filière aussi évidemment de l'énergie qui est importante aussi pour nos agriculteurs et qui va permettre peut-être de produire du gaz à travers la méthanisation, mais aussi des énergies renouvelables telles qu'on peut les imaginer sur l'espace agricole. On voit bien aujourd'hui que le nombre d'agriculteurs, de chefs d'exploitation baisse, qu'il y a des exploitations qui vont se retrouver sans repreneur. Notre rôle à nous, c'est d'accompagner les agriculteurs pour qu'aucune terre agricole ne reste en friche et qu'elle soit toute vouée à l'alimentation et à la sauvegarde de notre territoire. On perd des agriculteurs, c'est la démographie, c'est à peu près logique. Et il nous faut remplacer les agriculteurs qui partent en retraite. Et le monde agricole n'y suffit pas. Et nous avons depuis quelques années maintenant, plus de la moitié des jeunes qui viennent s'installer qui ne sont pas issus du monde agricole. On leur souhaite une pleine réussite et on les accompagne dans leur réussite. Il y a différents ateliers qui ont été faits et évidemment les premiers ateliers qui ont été les ateliers du PAT. Nous avions rassemblé plusieurs agriculteurs de plusieurs horizons qui nous permettaient évidemment de comprendre c'était quoi les attentes. Et bien là, nous avons élargi nos cercles d'entretien avec la commission de l'agglomération qui a reçu dans ses murs l'ensemble des acteurs qui eux nous ont dit c'est quoi leurs perspectives, c'est quoi les freins, c'est quoi leurs problématiques et à nous de construire après à côté les accompagnements qui vont leur permettre de vivre de leur métier, de vivre de leur production.
Plus de l'info que vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube. La nouvelle question pour tenter de remporter le jeu de la matinale cette semaine. Un nouveau partenaire, il s'agit du coiffeur Style & Co du côté de Montaigu. Alors pour tenter de remporter une prestation chez le coiffeur, dites-moi quel est ce jardin vendéen avec un air de Versailles qui s'inspire du style baroque. À ses débuts, ce jardin n'accueillait que des plantes du terroir vendéen. À ses débuts. Vous avez donc jusqu'à vendredi midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Si vous vous apprêtez à partir, bon courage, bonne journée. Pour tous les autres, eh bien évidemment, les programmes continuent sur TV Vendée. Vous ne bougez pas.